Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, de retour sur notre émission Libre-Échange. Comme à chaque fois, nous nous retrouvons dans notre chronique hebdomadaire qui est de plus en plus écoutée, qui est de plus en plus podcastée. Merci, que ce soit au Canada, même aux États-Unis, chez nos amis de la Belge aussi, pays voisins, mais aussi un peu plus loin que cela. Merci parce que grâce à vous, Libre-Échange est écouté. Et n'hésitez pas à me solliciter sur mon site internet www.sylvain-blondin.com. Je répète, www.sylvain-blondin.com. Si vous avez des sujets que vous voulez aborder, si vous voulez venir faire des témoignages, si vous voulez même venir participer à une émission en tant que public, ça sera avec grand plaisir qu'on va vous recevoir. Passez-moi un petit mail et allez sur mon site internet. Alors, dans notre émission Libre-Échange, elle est axée sur la santé. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde. C'est un sujet qui est d'actualité. Aujourd'hui, je reçois Jean-Claude Couturier qui va venir nous parler de l'association du droit de mourir dans la dignité. C'est une association d'abord nationale, Association pour le droit de mourir dans la dignité. C'est une association qui est née il y a 33 ans. Donc c'est pas d'hier. Hein. Elle a donné naissance à des dizaines et des dizaines d'associations à l'échelle internationale. Hein, il y a dans certains pays, ils ont même gardé le sigle ADMD. En Allemagne, c'est Sterbehilfe ou un truc comme ça. Donc on a, je ne sais pas, probablement au moins 30 ou 35 pays, peut-être plus, qui ont leur ADMD aujourd'hui. Alors, on va avoir tout à l'heure justement le témoignage du docteur Gérard Payen, qui est en fait président d'honneur de l'AMD nationale, qui fait Absolument, partie, que tu connais bien. Ancien président de l'ADMD. Voilà, c'est ça. L'association, comment elle s'organise, Jean-Claude, exactement? Alors, je précisais justement que c'est une association nationale. Pourquoi? Parce que je fais partie d'autres associations qui sont organisées autour de sections départementales ou régionales et qui sont fédérées à l'échelle nationale. L'ADMD, c'est une association unique. C'est une association qui a, bien sûr, des représentants dans la plupart des départements français, qu'on appelle des délégués départementaux et non pas des présidents, puisqu'on n'a pas d'autonomie juridique, d'existence juridique sur le plan du département, voire de la région. Et c'est une association qui, d'emblée, a décidé de lutter et ouvertement et de façon très claire pour une légalisation de l'euthanasie. À une époque, Sylvain, où prononcer le mot euthanasie était vraiment quelque chose de tout à fait tabou. Ouais. Je me souviens des rapports qu'on avait avec les gens à l'extérieur, dans la société civile. C'était souvent difficile. Aujourd'hui, c'est devenu, avec l'évolution de la société, c'est devenu un sujet qui n'est plus du tout tabou et dont on discute. Qui est de réflexion, bien au contraire. Absolument. On le voit, par exemple, quand on fait nos petites journées mondiales. On va faire la 6e journée mondiale. Alors justement, on va en parler. Oui. Le 2 novembre, par exemple. On va s'adresser à la population. Et quand on discute avec les gens dans la rue, quand on leur parle d'une légalisation de l'euthanasie, ils sont très très largement d'accord. Et il y en a même qui nous disent, mais il serait temps que ça vienne. Puisqu'on sait, Sylvain, qu'il y a un certain nombre de pays qui ont légiféré, et des pays proches des nôtres. Alors, exemple. Luxembourg, Hollande, Belgique, qui sont, petite anecdote, c'est quand même 3 monarchies qui nous dament le pion là-dessus, et on est en République. Nous, on aimerait bien que la République française prenne ses responsabilités là-dessus, quand on sait que 85 à 94% des Français se déclarent favorables à une légalisation de l'euthanasie. Et ce n'est pas les sondages faits par l'ADMD. Ce sont des sondages IFOP, BVA, etc. etc. Oui, de grandes enseignes, de grands sondeurs. Absolument. Et d'ailleurs, pour terminer sur les sondages... Et pas sur une dizaine de sondés. C'est à chaque fois des échantillons représentatifs de 1000 personnes. Et puis, on a eu récemment une chose remarquable, un sondage qui a été commandé par Le Pèlerin, un organe catholique bien connu. Et ils ont eu l'honnêteté, d'ailleurs, de publier des résultats qui sont strictement conformes à ceux qu'on avait habituellement dans les autres sondages. Et, Sylvain, et je crois te l'avoir dit déjà, il y a eu un sondage qui a été effectué auprès de médecins
Oui. à la demande je crois même que c'était le Conseil de l'ordre, Oui. et qui fait apparaître qu'aujourd'hui, il y a 60% des médecins généralistes qui sont favorables à une légalisation de l'euthanasie. Mais alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a, je veux dire, ça bloque encore? Clairement, le Ils ont la trouille. législateur recule, mais oui, on peut dire ça. Pendant des années, il y a eu des propositions de loi qui ont été avancées. On sait très bien que très très peu de propositions de loi devenaient des lois. Hein. Ce qui passait, c'était les projets de loi, ce qui n'est pas la même chose puisqu'ils sont d'origine gouvernementale. Mais on a failli en 2009 avoir une majorité. On n'était pas très loin. On avait 202 voix à l'Assemblée nationale. On en était étonné à une époque où la gauche d'ailleurs n'était pas majoritaire, puisqu'on sait quand même que la sensibilité de gauche nous est plus favorable. On a eu la même surprise, mauvaise surprise d'ailleurs, au Sénat, où la proposition a failli passer. Maintenant, on imagine que tous ceux qui votaient pour nous à l'époque, pour une légalisation de l'euthanasie, qui aujourd'hui sont plus nombreux, puisqu'ils sont majoritaires au Sénat, majoritaires à l'Assemblée, devraient pouvoir nous proposer cette loi qu'on attend, qui est une loi de liberté, une loi d'ultime liberté, comme le dit Jean-Luc Romero. Alors, dans le cadre de la loi Leonetti, on va en parler, il y a déjà eu une évolution qui a été faite. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi, cet amendement, comment on peut l'appeler? Alors, il y a eu incontestablement quelques progrès avec la loi Leonetti. Nous l'avons toujours reconnue, même si aujourd'hui nous considérons qu'elle est quand même pas aussi intéressante qu'on l'avait un peu imaginé au début. Elle apporte deux choses, enfin au moins deux choses essentielles. Elle consacre par le droit la possibilité de tout patient de dire « je refuse la poursuite du traitement ». On arrête tout, ce qui paraît normal, mais qui ne l'était pas avant. Aujourd'hui, on peut effectivement... Et puis elle s'attaque aussi, même si malheureusement elle n'est pas assez connue, elle n'est pas appliquée d'ailleurs, pas souvent appliquée, elle s'attaque aussi à l'acharnement thérapeutique. Alors justement, ça, je veux en parler aussi, parce que quel est le moment on peut faire, on se dit, là on arrive dans l'acharnement thérapeutique, là on est, il faut qu'on arrête. On a eu des cas de personnes qui étaient dans un coma profond, qui avaient, qui étaient plus ou moins mort végétative, et puis qui sont revenus à eux. Oui, mais ça, c'est un argument dont on a déjà parlé d'ailleurs tous les deux. Bien sûr, ça peut arriver. Mais là, on parle, nous, de patients dont on sait qu'ils sont en impasse thérapeutique complète. Quand vous avez quelqu'un à qui le médecin dit « vous avez une pêche mal placée au niveau cérébral, par exemple, et qui n'est pas opérable », on sait très bien comment ça se termine. Et ce qu'on veut, nous, c'est que chacun ait la possibilité de dire « voilà jusqu'où je veux aller avec le secours de la médecine ». Tu sais qu'on est très très favorable aux soins palliatifs. Dans notre proposition de loi, on demande un accès universel aux soins palliatifs. Donc on ne va pas opposer les deux. Ce qu'on demande, c'est que la personne puisse bénéficier de ces soins palliatifs si elle le souhaite, bien sûr, ce qui est loin d'être facile en France, parce qu'on manque beaucoup de moyens. Et puis, à un moment de dire, voilà, maintenant, je sais que j'arrive au bout, je pense qu'il faut arrêter. Quand on nous explique que toutes les douleurs les douleurs sont faciles à traiter, qu'on y arrive maintenant, on a effectivement des moyens. Tout le monde sait, et en tout cas les médecins le savent bien, il y a des douleurs qui sont parfaitement rebelles. Ça veut dire qu'aujourd'hui en France, on laisse des gens se tordre sur un lit de douleur, on les laisse en agonie prolongée, et on n'intervient pas. Tout ça parce que, d'ailleurs par une espèce d'hypocrisie énorme, on dit le médecin n'est pas là pour tuer. On reviendra sur ce terme tuer, parce que c'est très important. Le serment d'Hippocrate. Voilà. Alors, il y a une petite anecdote, Sylvain, parce qu'on peut très bien parler de choses aussi sérieuses. Je discutais avec quelqu'un l'autre jour, je crois que c'est Jean-Luc Romero qui nous disait ça. Quand un médecin dit « mais moi, je ne ferai pas d'euthanasie parce que c'est contraire au serment d'Hippocrate, c'est contraire à notre déontologie », je rappelle simplement à nos auditeurs, vos auditeurs, que l'IVG était interdit. C'était un crime. Aujourd'hui, c'est autorisé par la loi et ça se fait. Ça sera pareil pour l'euthanasie. Mais Jean-Luc Romero disait aux médecins avec qui il discutait ça, écoutez, vous voulez appliquer le serment d'Hippocrate, allez-y. Vous savez que Hippocrate disait qu'il fallait soigner gratuitement les gens. Alors, est-ce que vous êtes prêts à le faire? Bon, ça, c'est un petit côté anecdotique. Mais en tout cas, on ne peut pas nous opposer sans arrêt un texte qui, en plus, il faut le savoir, remonte quand même à plus de 2000 ans.
Je pense qu'il faut être une raisonnable. évolution des choses, il faut savoir Bien évoluer entendu. aussi. Et d'autre part, mais pour des tas de raisons. Dans le temps, Sylvain, on mourait de maladies aiguës. On était emporté assez souvent, très rapidement. Moi, j'ai le souvenir de mes grands-parents. Bon, on faisait une congestion cérébrale. Bon, la personne, au bout de 2 jours ou 3 jours, elle n'était plus là. Elle décédait, Je ne dis pas que les gens souffraient jamais, mais souvent, ils partaient vite. Ouais. Aujourd'hui, on meurt essentiellement de maladies chroniques. C'est-à-dire Oui, que puis ça aussi, peut durer des mois. Il y a aussi, absolument, mais aussi, de l'autre côté, il y a l'évolution aussi de la médecine, de la pharmacopée, qu'il faut qu'on entretient justement le patient, le malade. Donc, à savoir quelle est la limite. Alors, imaginons une personne qui, je vais dire, comment elle peut prendre cette décision déjà elle-même, parce que c'est une décision pas évidente à prendre. Les lois qui ont été votées tant au Luxembourg qu'en Belgique, qu'en Hollande, ont pris en compte cette dimension-là. Et c'est d'ailleurs vrai avec le suicide assisté en Suisse, puisque là-bas, ils ont le suicide assisté. C'est-à-dire que dans ces lois-là, on s'aperçoit qu'il faut qu'il y ait des demandes réitérées de la personne. On veut s'assurer que ce n'est pas effectivement simplement un coup de blues ou un petit moment de déprime. Donc, il faut qu'elles réitèrent leurs demandes. En plus, on prend la précaution de demander à un deuxième médecin de donner un avis. Donc, vous voyez qu'on s'entoure d'un certain nombre de garanties. Mais il faut toujours distinguer entre la personne qui peut s'exprimer et celle qui n'est plus en état de le faire. Ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, même avec la loi Leonetti, aussi insuffisante soit-elle, si je suis hospitalisé et que je dis « on arrête tout », aujourd'hui, plus personne ne peut s'y opposer. Alors que les médecins eux-mêmes ont résisté là-dessus à un moment en disant, par exemple, l'alimentation, l'arrêt de l'alimentation, l'arrêt de l'hydratation, ce sont des traitements, ce ne sont pas des traitements. Maintenant, le législateur a tranché. Si quelqu'un dit on arrête tout, on arrête l'alimentation artificielle, on arrête l'hydratation, le médecin est tenu de le faire, ce qui est quand même un progrès. Mais Sylvain, on confond toujours une chose, mais ça c'est dramatique, souffrance et douleur. Oui. Parce que quand on dit on peut traiter toutes les douleurs, on parle des douleurs physiques. Oui. On peut effectivement avec des produits adaptés... Excuse-moi, qui est variable d'une personne à une autre. Bien parce sûr. Que ça, c'est subjectif. Hein. Une personne dira moi, ça me fait extrêmement mal pour une simple petite piqûre, et une autre, c'est terminé, qu'elle ne s'en est même pas rendue compte. Alors, il y a des douleurs physiques qu'on peut traiter avec de la morphine, c'est classique, avec des produits qu'on utilise aujourd'hui couramment en anesthésie, mais il y a ce qu'on appelle, nous, la détresse psychologique, et ça ne se guérit pas avec une injection de morphine. Il faut prendre tout ça en compte. Et quand vous avez une personne qui souffre terriblement, qui est en agonie prolongée, non seulement elle souffre, elle, dans sa chair, dans son esprit, mais elle fait aussi souffrir ses proches, sa famille. Donc il faut arrêter d'avoir un discours réducteur sur le problème de la fin de vie. Alors justement, tu parles de l'aspect psychologique au niveau de la famille, parce que c'est une souffrance, perdre un des siens le plus tard possible, et quelle que soit, je veux dire, sa souffrance, on avait envie de garder près de soi un être cher, ce qui est normal, mais d'un autre côté, donc il faut préparer peut-être aussi les populations, l'entourage familial. Et est-ce que ça, c'est la première chose ? Et la deuxième chose, qui est la deuxième question, mais à ce moment-là, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, vais-je dire, que la personne qui est en bonne santé choisisse un jour en disant « moi, j'ai pas envie de l'acharnement thérapeutique, et à ce moment-là, je veux faire donc ma fin de vie à ma façon ». Je ne veux pas qu'on fasse l'acharnement. À ce moment-là, elle délègue à quelqu'un. Comment ça peut... Absolument. Mais c'est toute la problématique de ce qu'on appelle... Parce que moi, j'imagine, Jean-Claude, excuse-moi, j'imagine, moi, mon épouse me demanderait ça. Je ne sais pas si je le ferais. Ah non, mais... Alors peut-être que je vais évoluer, hein, mais moi, personnellement, parce que on a peur de perdre un être cher, mais on n'aime pas le voir souffrir, donc ça... Tu le disais tout à l'heure, c'est un problème compliqué. On n'a jamais prétendu le contraire. Alors, la problématique que tu soulèves, c'est celle de ce qu'on appelle les directives anticipées. Oui. La DMD, il y a 33 ans, avait inventé ce qu'on appelait à l'époque le testament de vie, ce qui était beau d'ailleurs, moi je trouvais, et qui n'avait aucune valeur, qui n'avait jamais été reconnu. Avec la loi Leonetti, on a découvert les directives anticipées. Elles existaient d'ailleurs juste avant. Hein, mais aujourd'hui, on sait qu'une personne peut, alors qu'elle est tout à fait consciente, même une personne qui n'est pas malade, et d'ailleurs moi je n'ai pas l'impression d'être particulièrement en situation de fin de vie, j'ai écrit mes directives anticipées. C'est-à-dire un document dans lequel la personne
fait part de ses volontés, dit « je refuse tout acharnement thérapeutique, je ne veux pas qu'on me maintienne artificiellement en vie qui éventuellement donne un certain nombre d'autres indications, et qui date, signe ce document, et ce document a une valeur juridique, pas suffisante d'ailleurs aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Maintenant, en Allemagne, c'est devenu quelque chose de très contraignant pour le corps médical. On doit effectivement les respecter. Mais aujourd'hui, c'est une façon d'anticiper et de dire, si je ne suis plus à un moment en situation de m'exprimer, voilà ce que je dis, je le fais par une sorte de testament. Et j'accompagne ça de la nomination de personnes dites de confiance, 1, 2 ou 3 personnes, qui vont... Le jour où je ne suis plus en mesure de m'exprimer, parce que je suis dans le coma, ou parce que je suis même des fois en coma, accéder à mes dernières volontés. Voilà, on pense au locked-in syndrome dont on parle souvent. Eh bien, il y a ces personnes-là qui vont être consultées, c'est la loi qui le dit. Elles seront consultées et elles vont pouvoir confirmer ce qui est écrit par la personne. Elles vont dire, mais effectivement, voilà quelqu'un qui, depuis longtemps, nous dit ça, qui a très clairement exprimé sa volonté. Sauf que, en France, à l'heure actuelle, quand la personne n'est plus en mesure de s'exprimer, même si elle a écrit ce document, c'est une commission, enfin une décision dite collégiale. On peut encore en discuter, mais admettons. Et ça veut dire que c'est quand même le médecin qui, au bout du compte, va décider si, oui ou non, les directives doivent s'appliquer. Et surtout, on sait, Sylvain, et ça c'est dramatique, on en a des exemples sans arrêt, la loi Leonetti, sur laquelle on avait fondé quand même quelques espoirs, en considérant qu'elle n'était pas suffisante. Mais aujourd'hui, c'est la loi du laisser mourir. C'est-à-dire que... C'est quelque chose, moi, c'est ce qui m'interpelle à l'esprit. C'est-à-dire qu'on va débrancher la personne, on va la laisser sans boire, sans manger, sans rien. Absolument. Quelque part, c'est une barbarie. C'est tout à fait barbare. Enfin, moi, personnellement, on arrive à ce stade-là, autant que la personne, je veux dire, abrège ses souffrances. Oui, mais c'est cette distinction pas très subtile qu'on fait entre euthanasie passive et active. Ça n'a pas de sens. Là, simplement, il y a une énorme hypocrisie. Tu sais, Sylvain, que le chiffre qui est donné, ce qu'on appelle le chiffre noir, il y a un chiffre noir de la délinquance, il y a un chiffre noir de l'euthanasie. On dit, les chiffres varient, mais qu'en gros, on a 4000 euthanasies, entre guillemets, on pourra en discuter, mais 4000 personnes qui vont partir parce qu'on les aura aidées. C'est-à-dire 0,8% des malades, ce qui n'est pas rien d'ailleurs. Eh bien, sur ces 0,8%, 0,6%, c'est-à-dire les 3/4, sont des gens qui n'ont rien demandé. Alors, il faut arrêter. On provoque bien, effectivement, le décès de ces gens-là. On le fait par compassion. On le fait, et ce n'est pas nous qui allons nous en plaindre, je veux dire qu'on aide les gens. Mais il se trouve qu'il y a 2800 personnes, si je compte bien, qui tous les ans partent comme ça sans l'avoir vraiment demandé. Or, s'il y avait une législation solide comme celle qu'on a dans les pays du Benelux, là, le problème serait différent. Parce qu'aujourd'hui, Sylvain, on assiste à une augmentation assez considérable du nombre de directives anticipées signées par les Belges, par exemple. Alors, comment ça se passe, justement, eux? Donc, il y a un développement, c'est-à-dire qu'ils font... c'est pas comme dans le cas de la loi Leonetti, où ils vont débrancher, puis ils laissent mourir. Pas du tout. Là. Ils ont une palette complète, les Belges. Ils ont l'euthanasie, ils ont le suicide assisté aussi, ce qui est quand même très important. La différence entre les deux? Alors la différence, elle est extrêmement claire. La frontière, elle est tracée par le fait que dans un cas, il y a un tiers qui intervient, et dans l'autre cas, il n'y a pas de tiers. C'est-à-dire c'est soi-même. Suicide, on se suicide, on n'est pas suicidé. Oui, mais dans l'état actuel, exemple, en France aujourd'hui, on parle du suicide, où on voit qu'il y a beaucoup de populations, même des jeunes, qui aujourd'hui ont d'énormes souffrances psychologiques, pas physiques, et qui passent à l'acte, qui se suicident. Quelle est la limite, là? On est dans les champions du monde en matière de suicide des personnes âgées en France, il faut le savoir. Alors qu'en Hollande, on voit que ça a baissé parce que les gens savent qu'ils seront aidés le moment venu. On est réduit à quoi aujourd'hui ? Quand on parle de la violence de l'euthanasie, c'est n'importe quoi, parce qu'on peut aujourd'hui, on a les moyens et les produits qui permettent de donner une mort paisible. Mais aujourd'hui, la violence, c'est la défenestration, c'est se foutre sous un train, ce qui est choquant pour le conducteur du train, etc. Tous les ans, toutes les semaines, il y en a. La pendaison, tout ça, c'est de la violence. Et voilà à quoi on en est réduit. Ou simplement, et ça c'est dramatique aussi,
les gens, aujourd'hui, les Français, commencent à prendre le chemin de la Suisse ou de la Belgique. Voilà où on en est, comme à l'époque, à la belle époque de l'interdiction de l'avortement en France. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on a des chiffres? Combien de personnes partent pratiquer l'euthanasie à l'étranger? Ces chiffres-là existent probablement, mais moi je ne les ai pas. Ce que je peux dire simplement, c'est qu'on a de plus en plus de demandes de gens qui nous disent comment est-ce qu'on peut faire pour aller en Suisse. Ouais. Ça c'est arrivé il n'y a encore pas très très longtemps. Je ne citerai pas de nom bien sûr, mais c'était un toubib même qui arrivait en fin de vie et qui m'avait appelé en me disant votre association doit être un petit peu au courant. Comment est-ce que je peux faire? Et moi, je lui ai donné les renseignements qu'il voulait, qu'il souhaitait, mais ce n'est pas non plus ouvert à tout le monde, puisque c'est quand même une démarche qui coûte de l'argent. On imagine bien. En gros, ça dépend bien sûr des associations, c'est de l'ordre de 6 000 €. Mais il faut savoir que dans ces 6 000 €, et c'est important de le dire quand même, c'est une prestation, on peut même dire ça comme ça, c'est une prestation complète, c'est-à-dire que la personne est prise en charge là-bas, on lui donne les produits létaux dont elle a besoin, et puis elle est ensuite, alors c'est quelque chose qui se fait de façon très officielle, Sylvain. La police vient, elle constate, etc. C'est pas un truc qui se fait en douce. Ouais. Et ensuite, il y a une crématisation de la personne, et la famille, qui en général accompagne la personne, repart avec les cendres. Donc sur les 6 000 €, il faut savoir qu'une crémation en France, c'est de l'ordre de 3 000, 3 500 €, donc ça relativise déjà un peu les choses. La deuxième solution, c'est la Belgique, où là, on peut avoir le suicide, on peut avoir l'euthanasie, mais il y a aussi un développement des soins palliatifs qu'il n'y a pas en France. Et Sylvain, il y a une chose qui est incroyable. Il y a les médecins belges se sont fâchés tout rouge, et ils ont raison. Leonetti, en France, et bien d'autres passent leur temps à raconter des choses absolument invraisemblables sur la Belgique. On entend par exemple que la Belgique est en train de faire marche arrière. Un toubib de Jonct, avec qui je discutais il n'y a pas longtemps, on avait fait une émission radio ensemble, disait mais c'est l'inverse. Nous on réfléchit pour aller plus loin, pour rejoindre un peu les discussions qu'il y a aujourd'hui en Hollande. Donc le problème, c'est qu'eux n'opposent pas, et ils ont complètement raison, les soins palliatifs, le suicide assisté et l'euthanasie. Ils disent qu'au contraire, c'est des choses qui sont complémentaires. Les gens ont recours aux soins palliatifs et à un moment, ils savent que ça devient inutile et dans ce cas-là, ils demandent à être euthanasiés. Alors, d'un point de vue administratif, moi, la question qui m'est posée, c'est que la personne, elle part là-bas, elle pratique, je veux dire, son suicide, on va dire, ou son euthanasie. Il faut un certificat de décès, comment ça se passe? Bien sûr. Quand on va en Suisse, je l'ai dit tout à l'heure, Sylvain, la police vient constater le décès, elle établit un document. C'est pas du tout comme en France, où il y a des euthanasies qui sont parfaitement clandestines. Ça n'a rien à voir. Tu sais d'ailleurs qu'il y a eu, il n'y a pas longtemps, une votation, puisque c'est comme ça qu'on dit en Suisse, une votation, quand la présidente de la DMD suisse m'avait dit que des citoyens helvètes voulaient demander une votation là-dessus, sur le coup, je me suis dit, oh là là, elle m'a dit, mais non, nous, on attend que ça, parce qu'on sait que s'il y a votation, on aura une large majorité. Et le résultat, c'est ce qui s'est passé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Sylvain, on ne reviendra plus là-dessus. Parce qu'il y a eu une votation et qu'il y a une majorité large, très large, plus de 65 ou 70%, je crois, de gens qui ont dit on veut maintenir ça. Donc, en Belgique, c'est la même chose. Le problème, et on peut les comprendre, c'est que nos amis belges, ils n'ont pas envie de voir 15 000 personnes se pointer chez eux, puisque c'est le chiffre, si on ramène. Oui, mais d'un autre côté, ça vient parce qu'à 6 000 €, comme tu expliquais là, ça peut devenir un petit commerce, façon de dire. Oui, mais à l'heure actuelle, on ne peut pas, ça serait quand même très, très dommageable. La tentation. Oui, non, mais ça pourrait le devenir, et il ne faut pas que ça le devienne. Mais d'ailleurs... On sait très bien, moi je peux en témoigner, ça fait des années que je suis à la DMD, ça fait quelques années déjà, 5 ans que je suis responsable départemental, je n'ai jamais été aussi sollicité que je le suis aujourd'hui. On a sans arrêt des gens qui nous appellent, qui pensent pour certains, parce qu'ils ne connaissent pas l'association, et la législation, qui nous disent on vous attend pour nous aider. On leur explique tout de suite que ce n'est pas du tout ce qui se passe. Nous sommes des légalistes. On va avoir le docteur Gérard Parien qui va être en ligne, avec qui on va s'entretenir aussi. La voix du patient ou la voix de la personne de confiance ne sont que consultatives. Et c'est ensuite un collège médical, avec l'aide de la famille et des autres, qui peut décider.
savoir du médecin reste important et discrétionnaire. Ce n'est pas souhaitable parce que c'est une inégalité entre les personnes selon que l'on est dans un service où il y a un médecin compréhensif ou un service où il y a un médecin qui ne partage pas les idées du patient. Il faudrait donc une loi complémentaire de la loi Leonetti qui donne toute sa place à la voix du patient ou à celle de sa personne de confiance. Et ça qui est absolument abominable, c'est qu'il y a ce que l'on appelle le laisser mourir. Si le patient le demande ou son entourage, le corps médical arrête les soins d'entretien, arrête tout traitement. Il a le droit d'arrêter tout traitement à la demande du patient. Mais il est évident que c'est hypocrite, parce qu'on sait très bien qu'en arrêtant tous les traitements, c'est comme si on tuait cette personne, mais comme ça, officiellement, on n'a rien fait. Quelque part, c'est quand même barbare, c'est une torture, parce que... Absolument, c'est rétablir l'agonie. Dans le temps, il y avait les vieilles personnes qu'on mettait dans une chambre et on attendait qu'elles meurent. On allait les voir tous les jours en disant il est encore vivant, on attend, ce sera pour demain. Donc c'est rétablir l'agonie, c'est totalement archaïque, c'est totalement hypocrite parce que on sait très bien qu'on a pris une décision de laisser mourir cette personne. Il faudrait évidemment bien mieux avoir un acte précis, simple, dans la mesure où tout le monde est d'accord pour terminer la vie. On l'a fait terminer d'une manière heureuse, c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous demandons. Oui, de toute manière, l'acharnement thérapeutique est condamné par la loi. Ça existe. Alors s'il y en a qui s'y conforment pas, c'est pas bien. Enfin, la loi est contre l'acharnement thérapeutique. Maintenant, il faut avoir dans la position du médecin et le serment d'Hippocrate, il faut considérer d'une manière moderne, parce que ce serment évolue. Bien sûr. D'une manière moderne, il faut penser que le médecin est au service du patient et doit soulager son patient. Quand un patient qui vient voir un médecin, c'est pour être soulagé de sa maladie, de sa douleur, etc. Donc dans 99,9% des cas, le médecin essaye de soulager son patient pour l'améliorer, pour le guérir, pour le soigner. Absolument. Mais quand le médecin, quand le corps médical ne peut plus techniquement soulager le malade, eh bien il doit continuer de le soulager en arrêtant ses souffrances. Donc si on prend le rôle du médecin dans le sens du soulager le patient, eh bien c'est totalement cohérent d'aider ce patient à vivre le plus longtemps possible et quand c'est plus possible, si le patient le demande, de l'aider à mourir. Très bien, docteur. Alors, s'il y avait un conseil à donner, docteur, à nos auditeurs et à nos auditrices de notre émission Libre-Échange, ce serait lequel aujourd'hui ? Écoutez, ça me paraît très simple. C'est de soutenir l'action de la DMD parce que c'est leur propre intérêt quand ils seront dans des périodes difficiles ou des parents dans les périodes difficiles, eh bien, ils seront sûrement heureux que leur voix soit entendue. Et deux, ce qui est tout à fait essentiel, c'est que dès maintenant, et pour tout le monde et pour les jeunes également, ils fassent leurs directives anticipées, c'est-à-dire qu'ils écrivent, qu'ils choisissent une personne de confiance et qu'ils écrivent noir sur blanc qu'ils souhaitent que leur voix soit entendue si jamais ils sont dans un état de fin de vie ou de conditions très graves, de paraplégie, etc. Voilà, ça s'appelle les directives anticipées. On peut s'en procurer au siège de la DMD. Et c'est tout à fait, quand on arrive dans un hôpital, eh bien, on donne cette directive anticipée au service qui en est informé. Ça peut apporter beaucoup de bien aux médecins. Docteur Payen, merci. J'espère qu'on aura l'occasion de vous écouter à nouveau dans une de nos émissions Libre-Échange. Et puis, donc, moi, de mon côté, j'invite nos auditrices et nos auditeurs à adhérer et tout au moins venir faire un tour sur votre site. Merci, docteur. Au revoir, monsieur. Merci. Donc voilà, nous avons pu entendre le docteur Payen, justement Jean-Claude. Alors par rapport à ça, est-ce que toi tu as quelque chose un petit peu à rajouter par rapport à ça ?
Parce que j'ai pris que tu prenais des notes. Non, mais Gérard Payen n'a pas un discours différent de celui que je peux tenir. On se connaît, hein. Enfin, j'ai eu l'occasion de le rencontrer à Bordeaux il y a encore peu de temps lors de notre Assemblée Générale. Ouais. Non, tout ce qu'il a dit, j'y souscris bien sûr complètement. Notamment, il avait initié son propos en disant « respecter la parole du patient ». Ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui se passe dans les pays où précisément la loi le prévoit. Ici, on ne respecte pas, souvent en tout cas, la volonté du patient. Et ça, c'est vraiment terrible. Il a dit aussi une chose que je trouve assez remarquable, qu'on explique assez régulièrement, c'est qu'on rétablit l'agonie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on laisse des gens souffrir dans des agonies prolongées. Tu sais qu'on parle beaucoup de la sédation terminale en ce moment. Et les médecins belges viennent de faire une mise au point tout à fait claire en disant la sédation terminale, ça n'est pas du tout ce qu'on croit. Ça n'est pas une méthode humaine comme on le dit habituellement. Il faut vraiment qu'on en vienne à cette loi qui permette aux gens de décider. Alors, qu'est-ce que tu appelles la sédation finale pour nos auditrices et nos auditeurs ? La sédation profonde, c'est tout simplement l'utilisation de produits anesthésiques, enfin de produits médicamenteux, qui plongent la personne dans un état de coma, mais qui ne l'aident pas à partir. D'accord. Hein ? C'est pour ça donc que... on la met dans un état végétatif, quoi, en fait. Alors, d'une part, c'est une disposition qui n'est pas souvent appliquée. On l'a vu récemment encore avec une amie, Claudette Piret, qui a perdu son père. Et on sait à quel point les médecins se sont refusés à dire on est dans l'acharnement thérapeutique. Ils ne l'ont pas, de ce point de vue, aidé. Il faut déjà appliquer la loi. Bon, même quand elle n'est pas suffisante, il faut au moins déjà l'appliquer. Mais la sédation profonde, ça n'est pas une bonne solution. Notamment parce que ça ne permet pas à la personne, et ça c'est fondamental aussi d'un point de vue philosophique, du point de vue des libertés, de décider elle-même de son sort. Moi, je l'ai dit souvent, maîtriser mon destin. Je veux pouvoir dire, c'est maintenant. Je me souviens d'une émission qu'on avait fait il y a quelques années avec une dame qui a 80 ans aujourd'hui, enfin qui a 82 ans, et elle disait, mais moi, voilà le message que je fais passer à mes petites filles, enfin à mes nièces. J'ai eu une vie remplie, j'ai eu une vie heureuse, j'ai eu une vie intéressante sur le plan professionnel, etc. Maintenant, je suis en situation difficile, je souffre, je voudrais qu'on me laisse fermer les yeux. Voilà l'expression qu'elle avait eue. Moi, je trouve ça très bien. Il faut effectivement que les personnes puissent dire, voilà, maintenant, je suis arrivé à un stade où je pense que je n'ai plus, je ne veux plus vivre, je veux qu'on me laisse tranquille. Alors, qu'on libère. On oublie trop souvent de dire que l'ADMD est une association qui est reconnue par le ministère de la Santé. En qualité de représentative des patients, oui, des usagers du service hospitalier. Donc c'est quelque chose d'important. On n'est pas des gens qui agissons comme ça dans l'ombre. Alors intervenir dans les hôpitaux, ça se fait effectivement dans certains hôpitaux. Ça n'est pas toujours facile parce que ça dépend bien sûr des responsables de service. Certains sont d'une hostilité marquée. D'autres sont plus ouverts. Mais il nous arrive effectivement d'intervenir dans les hôpitaux. Je me souviens être intervenu il y a quelques mois sur une histoire de directive anticipée. Hein. J'avais expliqué ici, Sylvain, que la loi ne prévoyait aucun formalisme particulier pour les directives anticipées. On a un modèle de directive anticipée, les gens le signent, et dans cet hôpital, on peut le dire tranquillement, c'est l'hôpital de Lunéville, une personne adhérente à notre association s'était entendue répondre « Mais nous, ce document, on ne le connaît pas, on veut que vous nous signiez un document, le nôtre. » Et donc désigner une personne de confiance, ce qui m'a obligé à aller à Lunéville pour leur expliquer d'une part que la loi ne prévoyait pas de formalisme et qu'ils devaient accepter ce document, et d'autre part, il a fallu que j'y aille pour signer ce document puisque j'étais la personne de confiance en question. Jean-Claude, merci et à très bientôt, toujours sur Libre-Échange. Merci Sylvain et à bientôt. Libre-Échange, Sylvain Blondin.